Cette semaine à Virage, on a donné congé à Daniel. On l'a envoyé faire des essais de voiture qu'on va vous présenter dans quelques semaines. Mais on a quand même une émission chargée. On répond bien sûr à vos questions. On fait un survol des nouvelles de l'industrie avec Maxime Dubois. On s'est rendu dans Charlevoix à participer au 35e anniversaire de Lexus au Canada. Daniel nous a laissé en héritage l'essai de la Genesis GV80 Coupé. Et Jacques vient me rejoindre pour vous parler du Mazda CX-70 PHEV. Virage Auto est propulsé par IA Assurance Auto et Habitation. Comme on vous l'a dit, on a une émission chargée, mais c'est pas parce que Daniel n'est pas là qu'on ne reçoit pas les plus grands esprits automobiles. Évidemment, notre collègue Jacques Bienvenu, qui est avec nous aujourd'hui. Et ce matin, Jacques, on a en studio un véhicule qu'on aime beaucoup ici, je dois le dire. C'est le Mazda CX-70 dans sa version hybride branchable. Écoute, on le dira assez facilement, c'est le petit frère du CX-90. Hein? Absolument. La réalité, c'est qu'ils ont enlevé une rangée. C'est à peu près la seule différence. Mais c'est quand même un véhicule qui mérite notre attention. Absolument. On sait que c'est un véhicule qui est fabriqué à Ufu, au Japon. J'ai eu la chance, moi, déjà, de visiter l'usine Mazda à Ufu, au Japon, il y a plusieurs années passées, quand le Mazda 6 existait et qu'on le fabriquait. On l'avait justement construit, cette usine-là, pour le Mazda 6. Et par la suite, ça a été, bien entendu, réoutillé pour fabriquer d'autres modèles de véhicules, comme le Mazda CX 70 ou 90. Alors, comme tu dis, c'est un beau véhicule, moderne, nouveau, une superbe de ligne, je trouve, comme ligne de véhicule. Lorsqu'on le regarde, on reconnaît Mazda là, par cette devanture rapidement. Et qu'on regarde au niveau des roues, toutes ces choses-là, on trouve qu'il y a le porte-à-faux. Moi, j'ai trouvé que le porte-à-faux, par exemple, en avant, il est très court. Alors, c'est une bonne signature au niveau de ce qui se fait dans l'automobile. Alors, le véhicule, on sait qu'un CX-90, par exemple, c'est un véhicule qui est un 4 ou 5 places, là, selon le confort que tu veux avoir à l'intérieur. Mais alors que le CX-90, lui, pouvait être 4, 5, 6, 7. C'était pas 8 un bout de temps. Alors, il y avait beaucoup... Selon moi, dans le CX-90, il y avait beaucoup trop d'espace pour monter des gens à bord et pas assez au niveau du chargement pour les bagages, etc. Alors, c'est un beau véhicule qui a un beau style, qui a une belle finition, une belle architecture, par exemple, au niveau carrosserie. Très belle finition. Et quand on ouvre les portes pour aller vers l'intérieur, il y a un beau volant, il y a une bonne assise, il y a un bon siège, une bonne assise. Et ce qui m'impressionne, c'est qu'il y a quand même beaucoup de boutons à l'intérieur, ce qui fait que quand on entend parler des nouveaux véhicules qui sont sur la route et qu'on enlève à peu près tout ce qui est boutons pour communiquer rapidement avec le véhicule, alors celui-ci, on peut référer, encore, comme moi, là, je réfère rapidement, changer mon volant, mes ajustements de volant, ou les sièges, ou etc. Et si vous ne savez pas de quoi on parle, quand on dit qu'il n'y a pas de bouton, écoutez l'épisode de la semaine passée, Absolument. on parlait du Polestar 3. Vous allez comprendre tout ce qu'on veut dire. Tu as raison, il y a quand même un petit bémol, c'est quand même le système d'infodivertissement de Mazda qui n'a pas été modernisé assez rapidement, qui est peut-être un peu lent. On parlait de la plateforme. La plateforme, bon, tu l'as dit, sert au CX-90, elle sert au CX-70. Pour nos cousins européens, c'est le CX-60 et le CX-80. C'est ça. Donc, c'est la plateforme des grands VUS. Et la particularité, je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est que celui-là, il est hybride branchable. D'ailleurs, celui qu'on a en studio, il est branché sur notre borne en studio parce qu'on va pouvoir profiter du 42 km d'autonomie que la batterie de 17,8 kWh peut nous fournir. Est-ce que... Parce que je sais que, bon, toi, tu conduis un CX-50 hybride, tu aimes bien l'hybride, mais tu trouvais que la transition n'était pas toujours transparente. Est-ce que dans le cas du PHEV, on a la même sensation? Je pense qu'on ressent plus de confort, plus de bien-être à rouler un PHEV. Moi, ce que je conduis, c'est un CX-50
hybride traditionnel, hybride traditionnel avec un moteur Toyota, mécanique Toyota qui est bruyante, qui est une mécanique bruyante. Monter à bord d'un Mazda, ça ne l'a pas adouci vraiment. C'est qu'on entend davantage le moteur parce que ces véhicules-là ont une transmission automatique, si on peut appeler ça automatique, là, à une vitesse. Oui. Alors, quand il te manque des vitesses, ça fait un moteur que même si tu veux être doux avec, ça fait quand même un moteur qui révolutionne à tout bout de champ, assez haut en régime. Et quand je dis haut, c'est 3000, 3500 tours. Oui. Et déjà, tu as l'impression que le moteur est assis tout près de toi. Tu sais. Alors, le véhicule qu'on a ici au niveau moteur, je déteste pas le moteur 4 cylindres qui a monté à bord de ce véhicule-là. C'est des moteurs placés longitudinal. Oui. Alors, j'ai ouvert le capot pour être bien certain parce que le 6 cylindres, lui, il est placé longitudinal. Ce que j'aime du 6 cylindres, c'est la douceur de véhicule qu'il y a de moteur qu'il y a dans ce véhicule-là. Est-ce qu'on achète un véhicule avec un 4 cylindres PHEV ou si on achète un 6 cylindres régulier ou branchable, si on veut l'avoir? Moi, je trouve que c'est au niveau de l'économie que je trouve qu'on n'y regagne pas assez. Je trouve qu'il y aurait avantage à avoir soit une plus grosse batterie ou soit, je ne sais pas trop quoi, qui permettrait d'aller chercher un 60 km avec ce véhicule-là, qui, à ce moment-là, permettrait à un tas de gens dans les villes ou autour des villes de pouvoir faire tout leur chemin qu'ils ont besoin de faire là, dans un mois avec très peu d'essence utilisée. C'est vrai, tu as raison de dire qu'effectivement, l'autonomie électrique, elle n'est pas très grande. Moi, j'ai conduit ce véhicule-là pour m'emmener ce matin. Évidemment, il s'est rapidement vidé sur autoroute. Une fois ça dit, on nous annonce en théorie une consommation de 8,7 litres au 100. Je t'avouerai qu'avec le recul puis avec la distance que j'ai parcourue, je suis plutôt à 10 litres au 100 ce matin. C'est pas excessif pour la grosseur du véhicule, qui est quand même lourd, mais c'est pas l'économie qu'on nous promet non plus, là. En 2025, moi, je pense qu'on s'attend davantage à ça. Si on s'attendrait justement à être plus entre 7 et 8, et lorsqu'on est à 10, on est un peu déçu. Moi, je dis toujours aux gens, si tu achètes un véhicule pour qu'il soit à 8 litres au 100 et qu'on t'en donne 10 ou 11, c'est là qu'il y a des déceptions. Exact. Et veux pas, tu vas entrer chez un concessionnaire de n'importe quelle marque qui ont quelque chose à vendre et qu'on va t'annoncer un kilométrage et que tu ne l'atteins pas, c'est là qu'arrive ta déception. Tu parlais des batteries, on parlait du véhicule, le confort, le roulement, tout ça, visibilité. C'est un véhicule qui vire très court. Moi je vis en condo et pour le stationner chez nous dans le stationnement, là, si l'autre personne qui est stationnée à côté de toi n'a pas vraiment à sa place, tu as besoin que ça vire de court. Et dans ce véhicule-là, on atteint ça. Et une autre chose, c'est qu'il y a une capacité de remorquage. Oui. Alors, les gens qui ont besoin de remorquer avec ces véhicules-là, selon le moteur qu'on montera à bord de notre achat, ce sera 3500 livres à 5000 livres. Et ça te permet justement d'avoir une remorque en arrière de bonne dimension ou justement une roulotte de camping ou quelque chose du genre. C'est vrai que la version hybride branchable, c'est 3500 livres normalement. Rouage intégral intelligent qui est de série, oui. Il faut le rappeler, avec un mode remorquage. Ça aussi, c'est pas négligeable parce qu'effectivement, le véhicule prend ses dispositions, en fait, pour le remorquage. Tu as même une caméra arrière qui t'aide à placer la remorque au bon endroit. Donc, ça, c'est vraiment bien fait. Tu as parlé aussi de l'espace de chargement, 1122 litres d'espace. Ça, par exemple, c'est un peu surprenant parce que ce n'est que 70 litres de plus que dans le CX-90. C'est pas beaucoup. La différence, elle est importante, c'est qu'on a réussi avec celui-là à faire un plancher plat, puis tu as un petit coffret sous le plancher. Tu ne me caches pas grand-chose, là. Tu vas cacher ta sacoche, c'est pas mal tout ce que tu peux faire. Il faut qu'elle soit mince. C'est ça. Mais il y a quand même un plancher plat, donc c'est plus facile au niveau du chargement. Ce qu'on n'a pas mentionné non plus, c'est 323 chevaux dans la version hybride branchable, 340 si vous préférez le 6 cylindres de même famille. Et il faut en parler parce qu'on en parle tout le temps, mais je pense que c'est une des qualités de Mazda, la qualité de finition et des matériaux à l'intérieur.
Mazda a vraiment pris un tournant presque véhicule de luxe, tellement leurs véhicules sont bien faits. Un système automatique qui retient ta place, le réglage de ton siège. Il y a plein de technologies, mais la qualité des sièges, des matériaux à l'intérieur, la qualité d'assemblage, on est vraiment dans un autre niveau. Oui, absolument. On est arrivé à ça il y a quelques années chez Mazda. Je pense bien qu'il y avait à se choisir une niche. Parce qu'on le veuille ou pas, Mazda, à travers le monde, c'est pas un gros manufacturier. Mais ici, au Québec, on a l'impression que c'est un manufacturier qui est vraiment volumineux au niveau quantité de véhicules qui peut sortir. Mais c'est un petit manufacturier qui fait un beau travail et qui vous laisse démarquer des autres modèles de voitures, constructeurs de voitures au monde. Moi, j'aime bien. On parle d'une boîte automatique 8 vitesses. Je me souviens pas sur le 4 cylindres PHEV, c'est la même boîte. Alors ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça va éliminer les fameux effets autoneige, si on veut, transmission en courroie, etc., qui fait que... Moi, ce que je trouvais avec les moteurs Toyota, exemple, c'est que tu mets ça sur le régulateur de vitesse à 110 ou 115 km qu'on essaie de rouler sur les autoroutes. Et tout à coup, tu as à faire arriver derrière quelqu'un, et là, tu es ralenti parce qu'il y a quelqu'un qui voudrait te redépasser. Mais dès que tu sors de la voie et que tu arrives dans la voie de gauche pour te dépasser, là, il veut réaccélérer pour retrouver sa vitesse. Et là, tu l'entends grogner à côté de toi. Oui, effectivement. T'es malheureux dans ça. Ça fait un moteur grognon. C'est pas le cas heureusement, c'est pas le cas de celui-ci. Alors voilà, merci beaucoup, Jacques. Plaisir. Alors nous, on fait une courte pause et on s'est rendu par la suite dans la région de Charlevoix pour célébrer le 35e anniversaire de Lexus. Car Expert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. Car Expert à la fine pointe de la carrosserie. Lexus nous a invités à faire l'essai de leur véhicule dans le cadre d'un événement fort spécial. C'est le 35e anniversaire de Lexus au Canada et on veut fêter cela en 3 étapes différentes. Et là, on vit, Marc, la première étape. Oui, le premier chapitre qu'on nous a dit. Effectivement, il y aura 3 chapitres. Celui-ci, il est un peu particulier parce qu'on nous a amené dans la région de Charlevoix avec uniquement la gamme de VUS du constructeur. Évidemment, VUS étant peut-être un grand mot, là, parce qu'on a les plus petits multisegments, le UX, le NX, jusqu'aux grands GX et LX, qui sont tout nouveaux d'ailleurs, là, qui viennent à peine d'arriver. Et dans le cadre de cet événement-là, évidemment, on voulait qu'on fasse l'essai de leur véhicule, test en conduite hivernale. Donc, c'est ce qu'on a fait avec la plupart des produits. Test aussi et conduite avec un petit parcours hors route. Mais surtout, ce qu'on voulait souligner, c'est la gamme Lexus qui a évidemment pris de l'expansion, qui a innové avec l'hybridation, l'électrification, qui a même innové, parce qu'on a l'histoire pratiquement en arrière de nous, qui a innové avec étant évidemment peut-être, et on se qualifie comme premier constructeur à avoir fabriqué un véhicule sport utilitaire de luxe. De luxe sur un châssis monocoque. Ouais. Parce qu'il existait auparavant, évidemment, des VUS qui étaient faits sur des châssis échelle. Donc, effectivement, tu l'as dit, on a derrière nous un vieux RX d'ancienne génération qui a plus de 200 000 km que Lexus vient de racheter. Mais il faut dire que Lexus et le Canada, c'est une histoire qui est vraiment... C'est une longue histoire d'amour, là. Ils ont 35 ans au Canada. La compagnie a 36 ans. Donc, on est arrivé rapidement au Canada avec ça. Et depuis, bien écoutez, on s'est distingué à plusieurs niveaux. Il y a une usine ultra importante de Lexus. La première usine Lexus en dehors du Japon, elle a été construite en Ontario et elle se mérite année après année bon nombre de prix pour la qualité d'assemblage, toutes marques confondues, pas uniquement chez Lexus, là, vraiment pour tout le monde. Ça, c'est important. Deuxièmement, Lexus s'est implanté dans les mœurs canadiennes. La preuve, c'est qu'on est le 4e marché global pour Lexus. C'est très important pour Lexus, évidemment. Et tu l'as dit, on a innové avec des éléments comme l'hybridation. C'est la première fois qu'un VUS hybride était construit à l'extérieur du Japon. C'est chez nous. Un V8 hybride, ça a été aussi chez nous. Donc, il y a beaucoup de liens très, très étroits entre le Canada
Honda et Lexus. Et je pense que c'est un peu ça qu'on a voulu nous faire sentir en ce premier chapitre de l'histoire des Exactement, parce qu'on fait le chapitre où on fait un clin d'œil à l'histoire. On va parler aussi dans le deuxième chapitre du présent. J'imagine qu'on va être là et qu'on va pouvoir vivre qu'est-ce qu'ils vont nous présenter. Et il va y avoir un chapitre basé surtout pour l'avenir. Donc, on peut s'imaginer qu'on va nous présenter de nouveaux produits parce que dans les mois et les années à venir, on va innover encore une fois avec... et on va arriver avec des nouveaux produits, de la nouvelle technologie et des nouveaux designs également parce que c'est un peu ce qu'ils nous ont présenté dans certaines photos qu'ils nous ont montrées. Donc, on s'en va à un autre niveau du côté de chez Lexus. Marc, je veux revenir sur le fameux RX en arrière parce que c'est le fun que Lexus ait pensé de nous amener un véhicule qui a du vécu en 2005, 212 000 km. Et en roulant dans le véhicule, évidemment, il a été très bien entretenu. Oui. Mais on voit que si on entretient bien notre voiture, ça peut bien vieillir. Et bon, c'est Lexus. Je suis pas sûr que d'autres marques, on aura un véhicule qui va aussi bien que ça. Sauf que si on prend soin de notre véhicule, si on l'entretient bien, et surtout Lexus, bien, c'est la réputation de la fiabilité, de la longévité, puis des faibles coûts d'entretien. Bien, on en a la preuve en arrière, mais c'est quand même le fun. Puis je trouve qu'au niveau du design, il paraît encore vraiment très bien. Il n'est pas si démodé que ça, ce véhicule-là. Effectivement, ça, c'est parce que les nouveaux, on va dire, les nouveaux vont peut-être vieillir un peu moins bien. Exact. Parce qu'ils sont un peu plus dramatiques dans la grille. Mais c'est vrai, tu as raison. Et il faut préciser aussi que c'est pas un véhicule de musée. C'est un véhicule qui appartenait vraiment à quelqu'un que Lexus a racheté récemment. Évidemment, ils l'ont entretenu. Là. Ils n'ont pas voulu nous dire le montant d'argent qu'ils ont investi sur le véhicule. Effectivement. Et je t'avouerai qu'on constate que certaines choses ont vieilli mieux que d'autres. Les boiseries à l'intérieur un peu orangées, c'est peut-être un peu moins réussi. Mais c'est étonnant de voir comment le véhicule se comporte bien. C'est sûr, le moteur n'a pas la puissance que l'on connaît. Il n'a pas l'insonorisation que l'on connaît aujourd'hui, mais c'est quand même extrêmement solide. Et pour 212 000 km, un véhicule qui a près de 20 ans, honnêtement, c'est surprenant. Mais tu l'as dit, un bon entretien. Et Lexus, bien, écoute, c'est symbole de fiabilité depuis toujours. Il gagne des prix année après année. Je pense qu'on en a la preuve. On a essayé, évidemment, toute la gamme des produits Lexus. Moi, j'ai roulé beaucoup avec le RX 500H, un véhicule que j'ai adoré, la puissance, le rendement, etc. Évidemment, on a le gros GX, le LX qui est ici, qui nous permet de faire un peu du hors-route avec ces véhicules-là. Mais Lexus nous présente une gamme quand même complète avec des véhicules qui sont pratiquement entièrement tous renouvelés. Il reste le UX, là, peut-être à retravailler un petit peu plus, mais tu as une gamme qui est complètement renouvelée. On parle de 16 véhicules hein, quand même dans la gamme Lexus. C'est beaucoup, tu l'as dit, évidemment, moins de berline, beaucoup plus de VUS. Le grand LX, le GX, c'est complètement nouveau. Moi, j'ai fait la distance entre Québec et Baie-Saint-Paul au volant du LX. Écoute, c'est d'une grande douceur. Et en même temps, une fois que tu es dans les pistes hors route, tu peux ajuster, verrouiller les différentiels. Donc, c'est vraiment des véhicules complets. Dispendieux, on s'entend, ce sont des véhicules de luxe, mais qui sont extrêmement efficaces. Mais tu l'as dit, ils sont en train de renouveler au complet et surtout, ils vont nous arriver avec des produits qui vont être tournés vers l'électrification. Ils s'en cachent pas. Peut-être pas 100 électrique, mais encore beaucoup d'hybridation. J'ai hâte de voir quel sera le deuxième et le troisième chapitre de cette histoire-là. Absolument, ça va être à suivre et on va être là pour faire suivre, évidemment, les deux prochains chapitres. Merci, Marc. Ça fait plaisir. Alors, c'est le temps des nouvelles de l'industrie cette semaine. Bien sûr, vous aurez compris, c'est Maxime Dubois qui va faire le bulletin de nouvelles. Maxime, par quoi tu commences? J'ai comme l'impression que tu vas parler du CA. Ben oui, parce qu'on a participé évidemment au salon du Salon international de l'Auto de Québec. Comme tu le sais, on s'est croisés là-bas. Bon, évidemment, on est collaborateurs pour les essais routiers. Je sais que vous en avez parlé pour le nombre de visiteurs, mais pour les essais routiers, encore une fois, bien, quand même assez intéressant. Juste pour vous donner des chiffres, 1722 personnes ont participé aux essais pour 1010 essais routiers. Et bien, tu sais aussi qu'on avait des véhicules vedettes cette année. Évidemment. Quand même 18 véhicules. Je te laisse deviner, tu penses, qu'est-ce qui a été le plus apprécié? Si j'en juge par l'attrait, je te dirais que le Hummer fait probablement partie des plus populaires parce qu'il y avait toujours des gens autour sur le plancher du salon. J'aurais le goût de te dire « you win a new car » parce qu'effectivement, ex aequo avec le Charger Daytona. Troisième position, Polestar 4. Cadillac Optique, quatrième position. Et GMC Sierra EV. Donc, c'est le top 5, le podium de 5 marches. Ça existe. Ben, là, oui. Mais... Disons qu'on l'a invité, on l'a inventé pour aujourd'hui.
aujourd'hui un podium de 5 marches. Faut que j'avoue que je suis un peu jaloux parce que j'ai moi-même pas essayé le Charger EV. J'aurais voulu le faire. Mais les autres, je suis content de voir qu'il y a de l'intérêt. Mais GM est très, très populaire au niveau des véhicules électriques. Oui, puis pas trop loin derrière, encore une fois, Blazer, évidemment, Equinox, avec Equinox, on le sait, là, il y en a, on s'enfarge. Ça pleut les rues, comme dirait Jean Perron. Exactement. Petit détail, hein, on parle du Salon de l'Auto de Québec. Vous autres, vous allez être présents au Salon des véhicules électriques de Montréal aussi? 2, 3, 4 mai, au stade IGA. On va s'occuper encore une fois des essais routiers. Évidemment, là, venez faire votre tour. Et là, c'est la saison des salons. Hein? C'est la saison des salons. Il y en aura un début avril dans la région de Victoriaville. Il y aura aussi des essais là-bas, bien sûr. Un peu moins volumineux, probablement. Peut-être moins de véhicules. Mais ce sera quand même possible de le faire. Sinon, effectivement, stade IGA en mai, c'est le gros événement. Et vous allez rencontrer Maxime Dubois, ce qui vaut quand même le déplacement. Oh, quand même, quand même. On parle de... Bien, dans les nouvelles, il y en a quand même pas mal. Je te dirais que j'ai contourné tout ce qui était mise à pied, réduction de personnel. Je trouvais ça très négatif. J'ai quand même trouvé quelques nouvelles positives. On en sait un peu plus sur le BZ4X de Toyota pour la version 2026. Bon, cette version-là, on la connaît depuis quand même quelques années déjà. On nous prévoit quand même déjà pour 2026 quelques petites nouveautés. 2 grosseurs de batterie, en fait, 2 autonomies pour la version traction uniquement. On nous prévoit, donc, nous promet un 573 chevaux. Non, excuse-moi, kilomètres. Mais c'est beaucoup, par exemple, par rapport à ce que c'était? Oui, mais juste pour la traction, hein, je te rappelle. Ah oui. Parce que quand on va aller dans la traction intégrale, ce qui sera probablement le choix le plus populaire, on nous parle d'un 520 km. Bon, alors écoute, c'est quand même un peu plus intéressant que ce qu'on a présentement. Et là où on dit qu'on va faire de l'amélioration, et je pense que ça va être vraiment important, c'est du côté de la recharge qui sera améliorée. Écoute, on peut parler en connaissance de cause. On vient de faire la virée électrique. Oui. Malheureusement, le BZ4X est celui qui a affiché la moins bonne recharge. Juste pour faire un petit topo rapidement, parce que Jesse l'a expliqué, on a pris tous les véhicules à 10 le matin. On les a branchés sur une borne de 350 kW, donc un niveau 3. Et à partir du moment où on était à 20 on a parti un chronomètre pour compter en 15 minutes comment on allait avoir de recharge. Le BZ4X, en 15 minutes, a pris seulement 19 km. Lorsqu'il faisait moins 20 degrés. Sur une 350. Oui. Ben, évidemment, il ne va pas chercher le maximum, là, non. Parce qu'il n'y a pas l'architecture pour le faire, mais n'empêche que c'est très peu. C'est très peu. C'est celui, donc, qui a affiché la moins bonne recharge, ou du moins dans les moins bonnes, sur la gamme de véhicules qu'on avait. Donc, ça, probablement que pour la version 2026, ce sera amélioré. Autre chose intéressante, parce que je ne veux pas faire tous les détails, mais on aura aussi la capacité de remorquage qui sera améliorée. Ça commence à être intéressant. On nous parle d'un 3300 livres. C'est beaucoup, ça, pour une électrique. Oui, mais là, on espère évidemment que notre version ici sera la même, parce que là, ce sont des chiffres européens. Ah, bien sûr. Est-ce que l'autonomie que tu as mentionnée, c'était européen? Donc, c'est le WLTP? Alors là, il faut retrancher un 20 à 30 là. Faut être... Mais moi, j'essaie d'être plus optimiste. Là. Alors, peut-être qu'on aura la mauvaise surprise. Entre autres, dans les mauvaises surprises, des fausses bonnes surprises, c'est qu'on nous parle d'un environnement intérieur où on va retrancher aussi les commutateurs, les boutons. Ça, j'aime moins ça. On est retourné supposément sur la tendance de revenir aux boutons. Et là, ici, on veut les enlever. Ça m'enchante pas. Ça m'étonne parce que, justement, la semaine dernière, on en a parlé. Ouais. L'Euro NCAP qui vient dire, bien, à partir de 2026, si vous voulez avoir le maximum au niveau de la classification de sécurité, vous allez devoir avoir des boutons pour certaines fonctions. C'est pour ça que je suis très surpris quand j'ai vu la nouvelle. On veut en enlever. On en a encore quelques-uns. Probablement qu'on les enlèvera pas tous. Mais peut-être qu'on va en garder quelques-uns. Mais on va en retrancher de la version principale. Ça, j'aime moins ça un peu. Question. Est-ce qu'on a parlé du nombre de recharges rapides? Parce que tu te souviens que le BZ4X avait une limite quotidienne que tu pouvais atteindre. On l'avait un peu amélioré pour 2025, mais est-ce que ça se retrouve en 2026? Supposément, ça devrait se retravailler aussi. Si on est capable d'avoir une autonomie, une recharge plus rapide, probablement qu'on a enlevé un peu de gardien de but autour de la protection de la batterie. Et probablement, j'ai pas les chiffres, mais je l'espère parce que ce que tu mentionnes, on en a entendu parler énormément au CA Québec, les gens qui veulent voyager avec un BZ4X. À l'heure actuelle, on est capable d'avoir maximum de 2 recharges sur du niveau 3 dans une période de 24 heures. C'est vraiment si on arrive peu, une troisième fois, bien, qu'est-ce qu'on arrive? Bien, la batterie à bout.
elle n'en veut pas. Donc, c'est un système de protection. Par contre, il y a une explication. On nous dit que c'est pour, évidemment, les recharges rapides, ça peut amener une dégradation à long terme. Chez Toyota, d'ailleurs, on aime bien se péter les bretelles et dire aussi que les batteries sont faites pour avoir au moins un 10 ans, même si elles sont garanties 8 ans, 160 000 km. Mais on dit que c'est bon pour prolonger la vie de... On verra rendu là, mais en tout cas... La question, c'est est-ce que tu veux avoir ton auto 10 ans ou attendre 10 heures? C'est une bonne chose. Puis peut-être aussi, on nous parle qu'on devrait améliorer énormément aussi l'habitacle. C'est pas un luxe. Non. OK, on se comprend. On parle de BMW. Je t'avais dit qu'on parlait de bonnes nouvelles. Oui. 40 nouveaux modèles d'ici 2028. Ça, c'est demain matin, ça, là. Ben là, écoute, là, je me suis dit qu'ils vont faire une i5 bleue, une rouge, une grise, une noire, une verte. Mais OK, on a déjà 5. Ce sont des nouveaux modèles ou des nouvelles versions? Les deux. Alors, on va avoir des rafraîchissements. Je te parle pas d'une boisson alcoolisée ici. Non. Mais donc, on devrait retravailler et on devrait aussi avoir des nouveaux modèles. Le premier qui devrait arriver là-dedans, c'est le iX3 qu'on devrait voir apparaître aux alentours de septembre 2025 au Salon de Munich. Et le reste va en découler, là. Évidemment, ça va partir de là. Mais j'ai vraiment hâte de voir parce que, écoute, eux, on le vend dans les voiles. Oui. Mais malgré le fait que les chiffres ont baissé aussi, pour le groupe Total Tout, Rolls-Royce a baissé quand même de 5,3 pour l'année 2024. Les ventes ont diminué au Total Tout. Mini a affiché la plus grosse baisse, moins 17 de ventes. C'est surprenant parce qu'ils sont arrivés avec la Countryman SE, Oui. qui a un certain succès. Oui. Du côté de chez BMW, la i4, on le sait, a remporté le prix de la voiture électrique de l'année déterminé par l'AJAC. Oui. Donc, c'est des véhicules qui ont beaucoup de reconnaissance de la part du public et des spécialistes. Je ne sais pas comment on est capable d'expliquer ça, mais il y a eu... Ça a été retravaillé aussi parce qu'on avait fait le tour aussi pas mal de Mini. Là. Disons que ça fait longtemps qu'on ait tiré la sauce, mais c'est un petit peu décevant. Quand même, un moins 17 pour Mini, pour les chiffres de BMW au Total Tout. Écoute, le temps avance. Je veux te parler de Porsche. On sait que le prochain Macan sera électrique. La déception un peu, sauf que Porsche a annoncé cette semaine qu'il va avoir un petit VUS qui va remplacer le Macan et qui sera essence. Donc, avec... On continue à développer des moteurs à essence du côté de chez Porsche. Eh oui, eh oui. Alors, ça devrait être travaillé sous la fameuse plateforme, la PPC, la Premium Platform Combustion, c'est bien ça? Oui. Alors, le premier, ce sera probablement le Q5 véhicule avec cette plateforme-là. Donc, ça me réjouit un peu parce que le Macan Essence était quand même un véhicule qui avait gardé l'essence de Porsche. Malgré le fait que, c'est un VUS, tout ça, c'est un petit VUS, mais qui peut donner quand même de l'épice. Lorsqu'on est derrière le volant, on ressent quand même quelque chose d'intéressant. Donc, ça, c'est intéressant. On ne sait pas à quoi ça va ressembler. Il ne s'appellera pas le Macan parce que le Macan sera électrique. Mais chose certaine, on continue à travailler là-dessus, puis ça commence à être intéressant. Écoute, petite nouvelle en vrac. La semaine passée, c'était la Semaine québécoise de la prévention de la conduite avec facultés affaiblies, donc du 17 au 23 mars. Juste pour faire des petits chiffres rapidement, on le sait que quand même, ce sont des décès qui sont évitables, encore une fois. Et là, je me fâche un peu aujourd'hui. On est toujours en train de dire, prenez un taxi, nanana. Là, on parle aux gens qui conduisent, puis je pense qu'on est quand même assez responsable. Alors moi, je me fâche en disant, dénonçons. Et gênez-vous pas. Vous voyez quelqu'un partir, vous savez qu'il est mêlé un peu, là. Il parle en lettres attachées, comme on dit chez nous. Ouais. Il marche en signe de pièce. Il y a une conduite erratique. Bien, dénoncez, gênez-vous pas. Prenez le 911, puis et dénoncez. Vous savez qu'il y a de plus en plus d'endroits où, si vous laissez partir quelqu'un comme ça, vous pouvez être accusé de responsabilité dans le cas d'un accident ou d'un décès. Exactement. Évidemment, on ne souhaite pas ça à personne. On vous demande, évidemment, soyez prudents, bien entendu. Exactement. Alors là-dessus, mon cher, merci beaucoup, Max. Ça fait plaisir. Et nous, écoutez, on fait une courte pause et au retour, c'est Daniel qui fait l'essai du Genesis GV80 coupé. Ce segment est une présentation du réseau des garages recommandés CAA Québec et de B-Lepage Autoservice. Visitez caaquebec.com pour trouver votre garage.
Genesis a lancé son premier véhicule utilitaire sport en 2020 comme année modèle 2021, c'est le GV80. Voici qu'en 2025, on apporte plusieurs modifications au véhicule esthétique, autant extérieur qu'intérieur. Même une nouvelle version coupée fait son apparition. Est-ce que tout cela sera suffisant pour hisser le GV80 au sommet des véhicules utilitaires sport de luxe? C'est ce qu'on va aller voir à l'instant. À l'extérieur, les modifications les plus importantes en 2025, c'est la portion avant, évidemment. Si on regarde la calandre très présente, on reconnaît vraiment Genesis parce qu'on a joint les phares également de nouvelle génération. Donc, lorsqu'on regarde le véhicule avec sa calandre et l'accent de chrome, c'est vraiment très présent, très Genesis. Et qu'est-ce qu'on veut d'une marque de luxe? C'est qu'on reconnaisse, dès qu'on voit un véhicule, on reconnaît la marque. Et c'est maintenant le cas avec les produits Genesis. Et on l'affiche très bien avec le GV80. Le bas du pare-choc également a été modifié. Puis on voit le chrome qu'on utilise également. Chrome qui devient un peu fumé sur la version coupée, donc, mais qui est très présent sur le GV80 de façon régulière. Et ça se poursuit aussi sur le côté du véhicule. On a de nouvelles roues également, 22 pouces dans ce cas-ci. Donc, magasiner les prix des pneus d'été et d'hiver, si jamais, c'est quelque chose qui est important pour vous. Donc, une belle ligne, très, très classique pour le véhicule si on va sur le côté. Moi, particulièrement, j'ai fait l'essai de la version coupée et c'est la version que je préfère. J'adore la version coupée. Évidemment, on sacrifie de l'espace en arrière, on sacrifie un petit peu de visibilité, mais la version coupée, c'est vraiment un très beau véhicule. On gagne également en puissance parce que si on regarde les motorisations, bien, on a le 4 cylindres, évidemment, qui est toujours présent en 300 chevaux. On peut avoir le 3,5 litres aussi en deux versions, donc on l'a à 375 chevaux avec la transmission 8 vitesses toujours dans les versions GV80 et les versions plus haut de gamme. Et si on va dans la version coupée, bien, on a toujours ce même 3,5 litres qui s'adjoint un compresseur volumétrique électrique. Et là, on fait 410 chevaux. C'est quand même assez impressionnant comme la puissance. C'est pas la vocation première du véhicule, mais il reste qu'on peut avoir beaucoup de performance, toujours avec la transmission 8 vitesses et bien sûr avec la traction intégrale qui fonctionne très bien du côté de Genesis. Là où le véhicule fait vraiment la différence, c'est à l'intérieur. Là, on voit vraiment que le véhicule s'affirme comme un haut de gamme. Si on regarde la planche de bord, très mince, très longue, la définition est exceptionnelle, facile à aller jouer dans les menus. Ça nous donne vraiment une apparence très moderne. Dans la console centrale, on joue avec des boutons physiques et aussi avec des boutons tactiles. C'est très bien réussi, facile à utiliser, rien à dire de ce côté-là. Puis on peut même avoir une molette si on aime ça, si on est habile avec le tout. On peut aller jouer dans les menus aussi de cette façon. Donc, on a deux façons différentes de pouvoir aller dans les menus, ce que je trouve vraiment très bien fait, même ingénieux du côté de Genesis. L'utilisation des cuirs, des couleurs également, parce que vous pouvez agencer, personnaliser vos couleurs à l'intérieur selon ce que vous choisissez également pour l'extérieur. Le confort des sièges est irréprochable. On peut avoir aussi, si on veut aller un petit peu plus loin, les sièges massants. On peut avoir aussi différentes options pour aller dans les menus et jouer pour rester énergisé pendant des longues routes. Donc, le véhicule, vous choisissez votre type de vitalité, là, donc d'énergie à l'intérieur du véhicule et vous avez différents types et vous pouvez, ça joue évidemment avec la musique, l'éclairage ambiant, même le parfum, parce qu'on peut avoir du parfum dans le véhicule et tout ça, on met ça en œuvre avec la musique et ça nous permet de rester énergisé. Pourquoi pas? C'est la nouvelle mode dans l'industrie automobile. Beaucoup d'espace pour les passagers arrière, également pour avoir du 7 passagers et beaucoup d'espace aussi pour les bagages à l'arrière. Donc, c'est un sport utilitaire de bonne dimension. Ça, de ce côté-là, rien à dire. Pour ce qui est du comportement routier, il faut faire attention, même si l'allure est un peu sportive, c'est pas nécessairement la vocation première du GV80. Dans le coupé, on va avoir encore davantage une bonne sensation de conduite sportive si on utilise le mode Sport Plus. On a un mode Sport dans celui-là pour avoir une conduite un petit peu plus sportive, mais c'est surtout un véhicule qui va vous donner
du grand confort, du confort pour faire de la route, de la longue route, dans un silence total parce qu'il est très bien insonorisé. C'est pas le véhicule qui va vous faire avoir de plus de sensations lorsqu'on fait des dépassements ou lorsqu'on tourne des courbes ou on prend des courbes à grande vitesse, mais c'est un véhicule pour se déplacer en confort et en toute confiance. Belle stabilité sur la route, même quand on roule à bonne vitesse. C'est vraiment un véhicule de bonne dimension pour faire de la route. C'est ça qu'on veut d'un véhicule de luxe. Il y a des sports utilitaires pour faire du sport ou faire de la conduite sportive comme le MDX. On n'en est pas là avec le Genesis, même, je le répète, si quand même, lorsqu'on va dans le mode sport, on peut avoir une certaine sensation et c'est quand même agréable. Donc, bonne stabilité, bonne insonorisation, confort pour faire de la grande route. C'est une vraie limousine, ce véhicule. Qu'est-ce que ça prend pour être reconnu comme un véhicule haut de gamme? Ça prend d'abord un visage très expressif qui affiche sa prétention comme étant un véhicule haut de gamme. On l'a avec la grosse calandre de Genesis, l'utilisation du chrome, une belle présence. On regarde le véhicule, on sait que c'est un véhicule qui affiche ses couleurs comme étant vraiment un véhicule haut de gamme. Ça prend aussi assemblage, qualité de finition, utilisation de matériaux haut de gamme, c'est ce qu'offre le GV80. Ça prend aussi du confort, ça prend de l'insonorisation et une belle qualité routière. On a tout cela aussi dans le GV80. Bref, si vous voulez un véhicule comme ça, vous allez devoir débourser, oui, entre 75 et 104 000 pour la version plus haut de gamme. Donc, on se situe vraiment dans la compétition au niveau du prix. Et si on ajoute le service Genesis, on peut ne jamais aller chez le concessionnaire puisqu'on offre un service de concierge qui est très efficace. Bref, tous les éléments sont là pour que vous puissiez placer le GV80 sur votre liste d'essais et même le comparer à la suprématie allemande. Et la plupart d'entre vous ne seront pas déçus. Alors, on est de retour et c'est le temps de répondre à vos questions. On vous répète que le meilleur moyen de nous transmettre vos questions, c'est sur notre page Facebook, la page de Virage, ou par téléphone au 418-670-9078, poste 230. Sur Facebook, c'est plus facile. Petit détail cependant sur Facebook, s'il vous plaît, donnez-nous votre vrai nom, parce qu'il y a des gens qui ont des patronymes et honnêtement, je ne suis pas certain comment le prononcer, mais on y reviendra, c'est pas bien grave. Alors, Jacques, tu es avec moi pour répondre aux questions. Entre autres, une question de M. Denis d'Anjou, qui se pose la question Subaru Forester ou Corolla Cross? Parce que monsieur veut un véhicule avec, bien sûr, rouage intégral, vise beaucoup l'économie de carburant, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller vers l'hybride de Toyota? Est-ce qu'il est aussi efficace? Bien, personnellement, ce que je trouve entre ces deux véhicules-là, le meilleur choix, selon moi, c'est Subaru. C'est Subaru au niveau de la traction. C'est eux autres on a toujours dit que c'était Subaru qui avait la meilleure traction. Ils sont dans les tops. Alors que la Corolla Cross n'est vraiment pas aussi avantagée à ce niveau-là. La Corolla Cross va être plus économique, par exemple, à rouler à tous les jours, mais pas vraiment éloigné de ce que Subaru peut faire. Alors moi, si j'avais à choisir entre les deux, c'est deux qui ont une très bonne valeur de l'achat en passant. Si j'avais à en choisir entre les deux, j'irais vraiment vers la Subaru pour ce niveau-là. Et c'est vrai que Toyota ont une bonne réputation, mais eux autres aussi, à force d'en mettre sur le marché, puis de temps à autre, ils ont des rappels. Ils l'échappent aux autres aussi. Oui, il faut aussi rappeler que si vous êtes patient, M. d'Anjou, le Subaru Forester va arriver en version hybride au cours des prochains mois. Absolument. Donc, lui aussi devrait offrir une appréciable consommation. On devrait s'en rendre compte. Ouais. Mais au niveau traction, Subaru. Subaru. Je pense qu'on est tous d'accord. Ouais. La traction intégrale symétrique à prise constante. Je trouve ça très beau chez Subaru. C'est beau. Monsieur Denis Paris, qui conduit un Kia EV6 depuis 1 an, il est très, très content. Il est allé au garage pour faire inspecter son véhicule. A eu la surprise de se faire dire, les freins, on inspecte ça aux 2 ans au lieu d'1 année seulement. Il est un peu étonné. Il disait, est-ce que ça vaut la peine que j'insiste pour les faire inspecter après 1 an seulement? Bien, ça dépend. Moi, je me dis... à quel garage il a été, premièrement? Est-ce qu'il a été chez un concessionnaire? C'est un concessionnaire. C'est un concessionnaire. Alors, est-ce qu'on s'est fié parce que le type, il fait 3000 km par année ou pas? T'sais? Mais moi, je me dis, qu'on le veuille ou pas, ce sont des véhicules qui sont plus lourds, que l'utilisation des freins
Il y a des gens qui disent « Ah non, c'est plus économique sur les freins qu'un autre véhicule », mais les freins qu'il y a sur un Kia, c'est d'une qualité différente. Alors, moi, je préconise une fois par année, c'est pas exagéré, on vit au Québec. Et si on veut conserver ces véhicules-là pendant X nombre d'années, on est mieux de l'entretenir et c'est pas dispendieux à ce moment-là. Surtout qu'il faut préciser que c'est à peu près le seul entretien qu'il y a à faire sur un véhicule électrique. Bien, donc, on est aussi bien de le faire un peu plus souvent. Alors, bref, je ne sais pas comment le nommer, se pose la question entre un Jeep Wrangler ou un GMC Canyon. Là, la demande est un peu particulière parce qu'il dit « Je fais surtout de la longue route, je veux garder le véhicule 8 à 10 ans. Lequel des deux vous me suggérez? Ce qui est curieux, c'est qu'aujourd'hui, on achète un véhicule, exemple, pour 6 ans, 8 ans ou 10 ans. Et est-ce que ça va être vraiment ce qui va être encore notre meilleur achat dans 4 ans, 5 ans ou 6 ans? Mais une chose est certaine, c'est qu'un Jeep Wrangler, tu achètes ça, c'est un peu iconique comme véhicule. C'est un véhicule qui a une image, que tu es capable de faire du hors-road, de t'amuser beaucoup. Mais faire de la route avec ça, c'est moins agréable à la longue. Après 1 an, après 2 ans, c'est moins excitant. Moi, j'irais vers le Canyon, qui est reconnu, qui donne un bon rendement à tout moment que tu vas le conduire. Et ça va être le plus économique aussi en général des deux véhicules. Et je vous dirais que je suis un peu surpris de la comparaison. Parce qu'il y aurait d'autres véhicules qui pourraient se glisser entre les deux. Ben, on ne se lancera pas là-dedans, mais il y en aurait beaucoup. Alors, c'est quand même un peu étonnant, mais je suis d'accord avec toi. Le Canyon va vous offrir un meilleur confort sur la route, notamment, à moins que vous soyez vraiment un passionné de hors-route puis que vous passiez votre vie dans la boîte. Je pense que le Canyon est un meilleur choix, effectivement. Philippe Bédard conduit un CX-50 hybride all-wheel drive et il se questionne parce qu'on lui a dit que le rouage intégral qu'il y avait sur le CX-50 hybride n'était pas le même que le High Active Sense qu'il y a normalement sur les versions à essence. Il dit, est-ce que c'est aussi efficace, est-ce que c'est aussi bon en version hybride qu'en version non hybride? Ça tombe curieux qu'il pose cette question-là. C'est ce que j'ai, un CX-50 hybride. Et à la maison aussi, on a 2 Mazda CX-50, dont un GT. Personnellement, pour conduire les 2 véhicules, il a raison. C'est que je trouve que le CX-50 essence est plus intéressant à conduire, une meilleure traction. On a eu de la neige cet hiver, la neige, la glace, etc. Le CX-50 avait une meilleure traction, meilleur rendement en général que le CX-50 hybride. Le CX-50 hybride va très bien, il est plus économique, mais on est dans un Toyota et moi, je trouve que d'avoir mis la mécanique Toyota dans un CX-50, c'est qu'ils ont amélioré tout le produit, mais t'as vraiment pas tout à fait la même... ça échappe plus facilement ou ça... Moi, je considère que c'est pas l'économie... C'est pas mauvais dans la version hybride, mais il n'y a pas la même performance puis la même rapidité d'intervention. Si on conduit les deux, si on a conduit les deux, on la voit, la différence. On la sent assez rapidement. Mais un ou l'autre, il va faire du chemin avec ça. Puis l'économie du Canyon, pas du Canyon, du CX-50 hybride va être autour de 8 litres au 100, alors qu'en ville, ça va baisser peut-être à 6,6 et un petit peu en bas de 7. T'sais. Écoute, on va rester dans ta spécialité parce qu'on parle encore du CX-50. C'est Francis Blain, cette fois, qui dit « Moi, je conduis un CX-5 2018. Je l'adore. J'aime la conduite. J'aime la façon dont il est fait. Mais là, il commence à avoir fait son temps. J'aimerais ça me tourner vers un CX-50 turbo. C'est oui ou c'est non? » Bien, c'est oui. Moi, j'en ai un. J'en ai un et ça donne un rendement extraordinaire. Et c'est le véhicule le plus plaisant que j'ai pas eu depuis longtemps. Et c'est mon véhicule personnel. Ouais. Alors, voyez, le spécialiste le dit, ça marche. J'ai Daniel qui me pose une question. Il veut s'acheter une voiture usagée. Il a vu un Toyota Highlander hybride 2013, 160 000 km, 18 000 $. Est-ce que c'est trop cher payé? Un Highlander 2013. Highlander 2013. Il y a un nom de Toyota d'attaché à ça et on dirait que, juste par rapport à ça, on augmente le prix du véhicule. Moi, je trouve que le kilométrage est assez élevé. Oui. Et, mais 2013, il y a quand même 11 ans, presque 12 ans. Il faudrait voir comment il a été entretenu. Voir si en dessous,
c'est-tu encore solide ou s'il y a de la pourriture qui fait qu'un bon matin, tu vas rentrer chez un concessionnaire ou un autre, puis on va vouloir enlever le véhicule de sur la route parce que la rouille va l'empêcher de pouvoir aller plus loin. Tu sais. Alors, il y a un bon... Écoute, 13 000 18 000 18 000 C'est dur de trancher parce que c'est quand même un Highlander, il y a quand même une motorisation hybride, la fiabilité, la durabilité Toyota, mais c'est un véhicule de 12 ans. Je t'avoue que je trouve ça un peu dispendieux à mon goût, mais avec ce qui se passe actuellement au niveau des voitures d'occasion. D'ailleurs, est-ce qu'il y a, toujours dans la même catégorie, Toyota Camry hybride, est-ce qu'il y a des années où on ne devrait pas toucher à ça? Non. Moi, je pense qu'ils sont tous... Toyota a toujours un système ils appellent ça... Oui, c'est hybride. Ça a toujours été bon. Ça a toujours été plus économique, leur système, surtout dans une Camry. C'est un véhicule qui pénètre bien dans l'air. Moi, je n'aurais pas peur absolument d'aucune année, mais il faut dire que les nouvelles années sont vraiment économiques. Ouais. Une dernière, toute rapide en terminant. J'ai Jean qui me dit Cadillac optique. On achète ou on n'achète pas? Moi, j'achète. Bon, écoutez, ce qu'on connaît du Lyric, c'est un excellent véhicule. Alors, l'optique devrait être pas mal pareil. Absolument. Alors, merci beaucoup, Jacques. Merci. Alors, on vous remercie d'avoir été avec nous, bien entendu. On espère que cette émission-là vous a plu. On vous invite, bien sûr, à être avec nous la semaine prochaine, mardi soir, 21h30. On va remettre le trône de l'animateur à Daniel, qui devrait être revenu de ses essais californiens. Bien sûr, on va vous présenter tout ça au cours des prochaines semaines. En attendant, on vous souhaite une bonne semaine. On vous rappelle de nous envoyer vos questions sur la page Facebook et on vous dit à la semaine prochaine.